Cette erreur classique fait perdre des clients aux agences. Pourtant, t'es une top agence. Tu respectes les délais annoncés. Le livrable, il est quali comme jamais. Et la relation client, elle est aux petits oignons, avec une communication régulière et rassurante. Et pourtant, parfois, après des grosses périodes de rush, tu te retrouves tout seul, un peu à poil, pas de nouveaux leads et le pipe est vide. Tout ça parce que tu n'as pas créé de cas clients détaillés et tu ne les as pas publiés pour montrer au monde la qualité de ton travail. J'exagère à peine, mais un bon cas client, ça peut se réutiliser de plein de manières différentes pour faire de l'acquisition et pour choper du lead qualifié. Mais ça prend des heures à produire, en plus des 1001 autres choses qu'on doit faire. On est aussi coupable chez la No-Code Hero de faire passer cette étape à la trappe. Mais pour y remédier, j'ai mis en place un assistant IA qui va transformer nos projets en tutoriel complet. L'idée, c'est qu'il récupère toutes les données du projet, même les plus techniques, sous ma supervision, puis qu'il me génère un premier jet de tutoriel qu'on pourra ensuite améliorer ensemble en collaboration sur un éditeur IA. Alors pourquoi nous on a choisi des tutos? C'est parce que historiquement chez No-Code Hero, une grande partie des missions, on va dire, viennent de ma création de contenu et notamment de mon contenu LinkedIn, des tutoriels et des lead magnets que j'y partage. En plus, le format tuto est particulièrement efficace niveau SEO. Alors pour ça, on va commencer par le classique dashboard Notion où sont organisées toutes nos missions et donc toutes les informations sur nos missions de projet. Ensuite, on va connecter un bot Telegram. Parce que Telegram c'est une API hyper accessible et en plus ça nous permet d'avoir, disons, un chat, un canal dédié pour chaque assistant. Ici notre assistant c'est le knowledge manager qui gère notre base de connaissances, mais par exemple j'ai un autre chat avec un autre icône, une autre personnalité, un autre persona pour ma rédaction de contenu qui est aussi dans Telegram. Pour la productivité, c'est le bot qui prend l'initiative, qui pose les questions et qui demande juste une confirmation pour éviter toutes les erreurs. Mais limite, moi j'ai rien à faire, c'est le bot qui prend les décisions, je lui confirme juste, ah là c'est bien, s'il fait une erreur je le corrige et ça s'enchaîne. Donc maintenant, ensuite, on a besoin de lui ajouter différentes possibilités, différentes actions pour qu'il puisse extraire toutes les données de notre projet. Et chez nous, la No-Code Hero, ça inclut généralement des workflows N8N, des dashboards de Notion, des différents assistants sur OpenAI, des workflows Automa, etc., etc. Ensuite, là, ça c'est une étape un peu optionnelle, mais nous, comme on fait des vidéos sur les projets de nos clients, on va en plus transcrire ces vidéos-là pour avoir encore plus de contexte pour générer nos tutos. Et derrière, on va envoyer cette masse de données plus tous les principes de rédaction d'un bon tutoriel selon la No-Code Hero, ainsi que notre branding, pour générer grâce à GPT-o1 un premier jet de tuto qui va être à 90% correct en général. Donc ensuite, ce premier jet, on va aller l'ouvrir dans ChatGPT Canvas grâce à un copier-coller. En fait, on va recevoir un lien sur Telegram, nous notifiant que le premier jet a été bien rédigé, sachant que ça prend un peu de temps avec O1. Et juste en cliquant dessus, hop, on va voir ce draft être collé, être ajouté dans GPT Canvas, et le Canvas se remplir avec ce jet-là. Donc ce jet, nous, on va pouvoir l'éditer tranquillement avec l'interface de notre éditeur IA. Et dès que c'est terminé, on a configuré un shortcut, un raccourci, qui est Command-Shift-0, ça c'était une préférence personnelle, pour automatiquement sauvegarder ce premier jet qui est maintenant le contenu final, et directement l'envoyer hop, dans un workflow N8N et démarrer la prochaine étape. Et ce workflow N8N justement vers lequel on l'envoie, il va convertir ce tuto qui est au format Markdown en un beau tuto Notion parce que notre base de connaissances elle est sur Notion et que en plus ça va être un format assez agréable, assez visuel avec les blocs Notion. Pour ce qui est du dashboard où vont être contenus tous nos projets. Donc un petit tour d'horizon, pour chaque projet on va avoir le nom. Ensuite une intro qui va détailler le use case. Donc ça en général je le récupère directement depuis les meetings que j'ai, le meeting de discovery, le premier rendez-vous que je vais avoir en visioconférence avec les prospects. Ça je les enregistre dans un autre workflow et ensuite j'en fais un résumé. Et on va pouvoir comme ça avoir un peu c'est quoi le cas du business, c'est quoi leur problématique, c'est quoi leurs besoins. Et derrière, quelle est la solution qu'on a choisi de mettre en place. Donc une fois qu'on a ces détails-là, on peut détailler qu'est-ce que on va mettre en place étape par étape dans le détail, comment cette solution on va la déployer. Et ensuite, ce qui va être ça c'est une fois que le projet il est fini, qu'il est documenté, on va avoir en général une vidéo qui détaille un petit peu tout le projet. Et ça on va récupérer son ID, ça nous sera hyper utile plus tard pour récupérer le transcript. Donc en plus de l'ID, on récupère la YouTube description, mais ça aussi elle est récupérée au moment en fait du transcript, on récupère les données par cet ID là qui lui est entré à la main. Et une fois qu'on a cet ID là, on peut déclencher en cliquant sur ce lien qui est un webhook N8N qui va déclencher tout simplement la transcription de la vidéo en entière, étape par étape. Ensuite, l'ID, le Notion ID, c'est toujours bon de le récupérer pour nos différentes étapes dans N8N. Le statut, ça c'est ce qui nous permet de gérer un peu l'avancement des projets.
Et ça, les étapes, c'est ce qui va être créé au moment où on va récupérer les transcripts. On va en profiter pour créer chacune des étapes. Donc, le thread de discussion, ça c'est pour savoir voilà quel thread est actuellement associé. On verra ça plus tard dans la gestion, comment on gère les différents fils de discussion. Ça c'est une petite checkbox pour vérifier que les steps ont bien été créés. Et les steps pour N8N, c'est plus pratique à un moment d'avoir une formule où on a directement la liste des différents ID en fonction de la step, plutôt que de réappeler chaque step plus tard. Donc ça c'est simplement une petite formule qui nous sera utile dans un workflow pour aller plus vite. Derrière, on a le Notion Dashboard ID. Nous, chacun de nos projets, on fait toujours un dashboard Notion. Et cet ID-là, le fait de le stocker ici, ça va permettre au bot d'aller le récupérer. Donc si jamais il est pas stocké, le bot pourra essayer d'aller trouver lui-même quel est le bon Notion. Enfin, le bon dashboard plutôt. Et là, ça va être des choses un petit peu intéressantes, c'est on va stocker différentes données, notamment tous nos workflows N8N, les JSON. On va stocker le schéma de la base de données qui va être extrait du dashboard Notion. Et on va aussi stocker toutes les prompts, les systèmes prompts de nos assistants. Pas seulement les systèmes prompts, on va aussi aller choper les différents outils qui sont connectés. Donc là, on a la prompt par exemple, et en bas, on a la liste des outils. Donc celui-là n'a pas d'outils, mais pour chacun, hop, si on avait un outil, on détaillerait un petit peu ce qu'il ferait. Donc là, je pense qu'on va avoir un. Donc voilà, on a la liste des outils, leur nom, les paramètres qu'ils prennent et la description. Et voilà, là c'est déjà, ça c'est pour ce qui s'agit de nos projets. Dans la deuxième partie du dashboard, on a le plus important peut-être, ça va être les étapes des projets. Donc là par exemple, sur ce premier projet, on a 8 étapes. Chacune, on lui associe un skill, des outils. Donc ça fait vraiment partie de la No-Code Hero Academy, de toute la base de connaissances qu'on a derrière. Mais les choses les plus importantes qu'on va récupérer, en plus de l'ordre et un peu du petit pitch, ça va être derrière plusieurs choses qu'on va récupérer. Donc ça c'est le transcript. Une des limites de Notion, c'est que par API, on peut pas stocker des textes très longs. Notion, en vrai, c'est pas une vraie base de données. Donc là, on les stocke sur Supabase pour avoir juste nous l'URL de notre lien. Et ça, donc, ça va être le transcript qu'on va stocker au moment de la création de ces étapes-là. L'ID est toujours utile, comme on l'a dit. Mais ensuite, c'est ici qu'on va stocker le Markdown. On va générer en fait le tutoriel étape par étape, parce que nos étapes sont plus ou moins détaillées, mais il y en a certaines qui sont assez grosses. Et ça va être le format Markdown où on va stocker le résultat, le premier draft et le contenu final. Le premier draft d'ailleurs, on va aussi le stocker sur un autre champ, histoire d'avoir la différence entre la première version et la version finale. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'entraîner notre bot de rédaction de tuto pour qu'il soit meilleur au fur et à mesure du temps. Et une fois revenu sur le dashboard principal, on a toujours la liste de nos agents. Donc ici, celui qui nous intéresse, c'est vraiment, on est sur un seul agent pour ce process, c'est le Project Doc Writer. Donc c'est vraiment lui qui se charge de rédiger les tutos en Markdown. On a son assistant et on a la liste des outils associés. Donc là, les outils associés, il y en a pas mal, de 4, 6, 7. Ils sont ici. Et bien sûr, on va tous les détailler dans la base de données, on les verra plus tard. On a toujours le Workflow ID. Une petite précision par rapport à ce que j'ai pu montrer sur d'autres vidéos, c'est qu'ici on a aussi un système pour savoir si le workflow on va le faire tourner de manière asynchrone ou pas, et si le workflow est ce qu'on appelle un trigger end-off. Donc ça c'est une nouvelle pratique qui est proposée par OpenAI. On verra aussi plus tard qu'est-ce que ça implique. Créer son bot sur Telegram. Je crois que c'est mon interface de chat préférée. Et en fait, c'est parce que c'est hyper facile niveau API, c'est hyper permissif. Pas besoin d'autorisation de quoi que ce soit. On a juste à envoyer un message au botphaser, @botphaser, et hop, on va démarrer une discussion avec lui pour créer un nouveau bot. C'est très simple. /newbot. Il va nous demander comment est-ce qu'on veut l'appeler. Ici, j'utilise Wanshitong, le grand esprit gardien de la librairie. Je pensais que c'était une bonne analogie pour mon knowledge manager. Il nous demande ensuite son qui sera aussi utile pour bien le contacter de la même manière que lui c'est @botphaser. Il faut bien rajouter bot dans le nom, et une fois que ça c'est fait, il va nous donner accès à un token HTTP que si je vais pas montrer, je vais cacher, qu'il faudra récupérer pour le mettre dans notre N8N. Voilà, une fois que j'ai copié mon token, je vais aussi pouvoir personnaliser un petit peu le style de mon bot en ajoutant une photo de profil avec /set_userpic, histoire de bien l'identifier. C'est toujours pratique. Et donc maintenant qu'on a notre token, on va pouvoir aller créer un nouveau workflow sur N8N qui va en fait abriter toute l'architecture de notre bot. Moi j'aime bien démarrer par un template qui est un peu toujours le même. Donc déjà, on démarre forcément par un Telegram trigger, c'est-à-dire que on détecte la réception d'un nouveau message.
Ici, on va juste aller avoir à rentrer notre access token directement dans les credentials, et comme ça, on pourra avoir accès à tous nos messages. Donc là, on se déclenche sur le message, et à chaque fois que je vais envoyer un nouveau message, hop, je vais recevoir les données, et je vais pouvoir procéder à toute la prise en charge. Donc ici, en fait, faut voir, moi j'ai restreint tout simplement l'accès à un seul utilisateur, qui est mon numéro, et ça c'est l'identifiant de Telegram de mon numéro, qui fait en sorte que, tout simplement, si c'est pas depuis mon téléphone que le message part, on n'a pas accès au bot. Donc là, c'est forcément pour protéger ces données en interne. J'ai donné accès qu'à un seul numéro parce que c'est moi qui me charge de la documentation, mais j'aurais pu prendre une liste d'identifiants Telegram auxquels donner accès. Ensuite, une chat action de message qui est juste d'ajouter les 3 petits points pour montrer que le bot a bien pris en compte qu'il n'y a pas de bug. Ça, c'est pour moi, histoire que je vois que, en fait, voilà, le bot est en train de répondre. La seule limite de ce petit typing, c'est qu'en fait, il va taper pendant peut-être, 5-6 secondes, et après, il va arrêter. Donc moi, ça me suffit, parce que je sais, j'ai développé l'intégration. Je sais que ça veut dire que ça y est, il a démarré de taper, et que même que quand l'icône s'arrête, il est encore en train, en fait, de taper. Mais si jamais j'avais besoin, disons, si c'est pour des utilisateurs finaux qui connaissent pas le système, il faudrait relancer cet événement à peu près toutes les 5 secondes. Et ensuite, voilà, donc là j'ai fait le principal, je récupère le message entrant. Je vais quand même récupérer toutes les données qui viennent directement de notre dashboard. Donc ça, moi je récupère la liste des assistants qui viennent de la table des agents dans mon dashboard. Je récupère aussi les outils. Et je fais une disons que comme ça c'est ma table des projets, en réalité je vais avoir plusieurs assistants qui vont être dessus. Donc là je m'assure de récupérer les outils et les assistants qui font partie du knowledge manager. J'aurai d'autres process, d'autres workflows qui seront peut-être sur ce même dashboard là parce que c'est là que sont tous mes projets. Donc ça, il faut bien trier. Et ensuite, toujours une fois, je récupère les threads de discussion. Ça, ce sera utile pour savoir le contexte et bien répondre. Alors maintenant, une petite subtilité, une petite capacité de Telegram, c'est qu'en fait, dans Telegram, je peux envoyer plusieurs types de messages. Je peux envoyer un message texte classique, mais je peux envoyer une photo, une vidéo, un audio, et même slash, comme j'ai fait avec le bot, écrire quelque chose qui peut être une requête particulière. Donc ce qu'il faut faire, en tout cas que moi dans mon template j'ai décidé de faire en général, c'est de détecter quel est le type de message grâce à ce petit code-là. Voilà, je l'ai fait dans un code plutôt que dans un switch, parce que au moment où je l'ai fait, c'était plus simple de le gérer comme ça pour quelques petits cas particuliers, mais on doit pouvoir se débrouiller dans un switch. Quoi qu'il en soit, je détecte en fonction du message comment je vais me comporter. Et là, voilà, si le message c'est une photo, je vais pouvoir traiter l'image. Si c'est une vidéo, là, j'ai choisi de pas supporter le format vidéo, c'est assez coûteux même si c'est faisable. Et ce qui va m'intéresser, c'est si c'est une voix. Donc là, on va voir tout d'un module de transcription audio. Ça, de toute façon, on le verra plus tard sur comment on transcrit notre vidéo. Et à la fin, ce qui nous intéresse, nous, c'est que on récupère le contenu du message. Si c'est un texte, on récupère directement le contenu du message. Il est dans .json, .message, .texte. Et ensuite, que ce soit un audio ou un texte, à la fin, on a récupéré le bon texte. Et donc, on est prêt à traiter la suite avec notre assistant, comment il est bien paramétré, ce qu'on verra dans les étapes un petit peu suivantes. La seule chose qui est importante pour nous, c'est comment on traite la réponse. Donc ça, la réponse, on la renverra directement par Telegram, par Sentencer, et aussi, quand on prévoit les différents cas d'erreur, c'est d'envoyer des messages d'erreur pour bien notifier l'utilisateur. Ah oui, ça a tourné, mais il y a eu un problème, en précisant un peu à chaque fois quel a été le problème. Mais déjà avec ça, on a bien relié notre Telegram à notre dashboard et on a tout ce qu'il nous faut pour continuer. Dans OpenAI, le paramétrage de notre assistant, il se fait dans le dashboard. Donc là, nous, ce qui va être important, c'est de récupérer l'ID pour le mettre dans la base de données Notion. Pour l'assistance, moi, j'utilise toujours une température très très basse, 0, histoire de m'assurer qu'il suit bien les indications que je mets dans ma system prompt. Donc ici, c'est toujours un peu la même histoire. Je lui donne un rôle en précisant un peu quelle est son expertise, d'où un peu ça vient, quelles sont maîtriser l'art de la gamification qui est importante pour faire des bons tutoriels. C'est expliquer un peu le but. Donc c'est que les apprenants atteignent la top performance dans la joie et la bonne humeur. Et lui dire bon voilà, ça c'est un peu son persona. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il aide, je me suis fait un petit délire, je me suis appelé boss dans la prompt, je le mets en majuscule comme ça parce que ça va me permettre de référencer à chaque fois, quand je parle de l'utilisateur avec qui il intervient, je lui donne un nom particulier. J'ai aussi changé de user, et j'ai mis celui-là boss parce que des fois, user, mais end user, ça peut être les personnes qui vont lire mon tutoriel, donc pour éviter toutes les confusions, déjà je le mets en majuscule comme ça, c'est quand même une nomenclature particulière qui sort, et en plus je lui donne un nom différent, comme ça sera clair dans le reste de ma prompt quand je fais mention à cette personne, cet interlocuteur. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de lui donner les guidelines qu'il va suivre.
Ça, c'est surtout dans du asking and guiding, quand on va lui demander que ce soit lui qui soit à l'initiative, eh ben, je lui donne toutes les étapes, savoir qu'il va récupérer les projets les détails du projet avec un appel à un outil. Ensuite, il va essayer de chercher le dashboard. S'il le trouve pas, il va demander au boss de lui donner l'URL, et ensuite il pourra extraire l'ID du dashboard lui-même. Et je vais détailler comme ça un petit peu les différentes étapes. C'est vraiment mon workflow finalement. Il va lister tous les assistants OpenAI qu'il a trouvés dans le dashboard, et il va demander au boss de confirmer que ces assistants-là qu'il a trouvés sont bien ceux qui sont utilisés. Une fois que on a confirmé ça, pareil, on va lister tous les outils qu'on a trouvés dans le dashboard Notion, et on va demander confirmation. Hop, et on va ensuite récupérer tous leurs détails. Et c'est pareil, là on va chercher un peu tous les workflows N8N qui sont associés à ces outils. Et on va en plus chercher ceux qui sont pas reliés à ces outils-là, mais qui sont pertinents pour notre projet. Donc là, il va tout simplement aller chercher dans tous les workflows N8N pour vérifier, mais lesquels sont probablement utilisés par celui-là. Une fois qu'il en trouve un, des fois, moi dans mes workflows, j'ai beaucoup de modularité, donc ça veut dire que j'appelle des sous-workflows, il va aller les récupérer, il va trouver ces sous-workflows, et il va les récupérer aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, il va lancer l'étape de rédaction de manière asynchrone. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans le dashboard, cette classe asynchrone, elle va nous être utile, parce qu'en fait, voilà, sur l'étape de rédaction, c'est du GPT-1, ça peut prendre 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes, ça peut prendre longtemps, on va pas attendre que ce soit terminé avant de notifier l'utilisateur du résultat, enfin avant de notifier le post du résultat, moi pour que je sache que c'est bon, ça vient d'être pris en compte, et c'est en train d'arriver. Et pour finir, un petit détail sur la manière de collaborer, et c'est vraiment, voilà, le bot qui prend l'initiative, qui donne les idées, et ensuite il implémente les suggestions, les corrections. Donc ça, c'est vraiment le asking and guiding, c'est le bot qui prend la main, qui prend l'initiative, qui est aux commandes, et nous, on se laisse guider. Et on confirme juste qu'il est dans la bonne direction. Maintenant, il va s'agir d'aller implémenter toutes les différentes fonctions qui vont lui permettre d'interagir avec notre base de données Notion et de récupérer toutes les bonnes infos relatives au projet. Donc ça, il y a plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir aller récupérer les détails des assistants OpenAI. Donc ça, c'est vraiment récupérer la system prompt ainsi que la liste des fonctions depuis tout simplement l'ID. Ou non, là, c'est depuis le codenames d'ailleurs. Donc on va récupérer notre petit codenames qui est une liste, donc qui est de type array, et qui est bien la liste des noms de code de nos assistants OpenAI. Et moi, mes noms de code d'assistants OpenAI, c'est toujours en majuscule avec des underscores. Donc ça, le schéma, quand on génère son schéma, quand on utilise un array, il faut une propriété items pour dire c'est une liste de texte, donc de string. Et ensuite, on passe toujours un peu cette donnée en plus, qui est quel est le projet qu'on est actuellement en train de modifier. Donc l'ID même du projet dans notre base Notion qu'on a vu précédemment, qui nous permettra d'aller bien récupérer au bon endroit. Alors le tool Fetch OpenAI Assistant Details, un tout petit peu plus complexe que ce à quoi on pourrait s'attendre, parce que on a besoin de traiter un cas où on trouve pas l'assistant qui est mentionné. Faute de frappe par exemple, ou bien tout simplement quelque chose qui a été changé de nom, parce que nous on va le trouver directement par le codename. C'est vraiment ça qu'on utilise. Et derrière, parce que ça permet aussi, plutôt que si j'ai besoin, disons, moi en tant que personne qui va documenter, de dire ah maintenant t'as oublié cet assistant-là, je vais pas taper son assistant ID en entier, où j'ai pas envie d'aller le chercher pour le copier-coller. Je vais vraiment taper juste le nom de code pour que l'expérience soit la plus fluide possible, et que si j'ai fait une erreur de frappe, il se débrouille quand même. Donc, on démarre avec notre array des codenames, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister tous les assistants qui sont qu'on a en base sur notre OpenAI, et on va charger avec un petit formatage tous les codenames, donc dans une liste, et donc ça, en fait, on charge les codenames qu'on a déjà. Même si je vois pas trop l'utilité, vu que c'est déjà normalement des... Ah oui. Donc en fait, ici, on recharge les codenames qu'on a en entrée, parce que Splitout a besoin que ce soit le premier nœud derrière. Donc j'ai besoin d'abord de lister la totalité des assistants avant de Splitout. Donc j'ai besoin de refaire cette étape qui me recharge les données initiales. Ok, donc je Splitout chacun des codenames pour les traiter un à un, avec un loop over item. Donc là, je trouve que c'est pas le plus élégant, mais disons que c'est le plus fonctionnel que j'ai trouvé et le plus clair en termes de visibilité du workflow. Parce que si on traitait un peu tous les cas en même temps, ce serait un peu plus compliqué d'accéder à la bonne donnée selon si le match il a été trouvé ou pas, et de formater le résultat en un bloc. Donc maintenant, on va aller faire une boucle sur chacun des noms de code. Et en fait, la première chose, on va vérifier, est-ce que j'ai trouvé le codename exact dans la liste des assistants? Donc est-ce que la liste des assistants, elle contient bien, je fais un petit map parce qu'il y a plus de données que juste les noms de code, donc je vais juste récupérer le nom. Si elle contient exactement mon codename, eh ben voilà, c'est facile, j'ai récupéré directement l'assistant ID avec le résultat.
Donc ça va être hop, le JSON ID, et fin de l'histoire. Maintenant, si c'est pas le cas, on va utiliser GPT-4 pour essayer de trouver celui qui match le plus. Ici, tout simplement, on va lui expliquer un peu comment, donc voilà son rôle, il doit matcher le codename, un assistant qui existe. On lui donne la liste de tous les assistants en format JSON, comme ça il a le plus de données possible dessus. Et on va lui dire, voilà, tu dois trouver un peu le codename, même si le match n'est pas exact, il faut qu'il utilise sa logique pour trouver le meilleur résultat. Donc ici, voilà, il va analyser le nom de code, comparer avec la liste, essayer de comprendre un peu le contexte, sous ce genre de choses, et on va lui demander le résultat sous une forme JSON. On lui donne des petites précisions ici, qui nous servent à affiner un peu notre prompt à la fin. Mais cette prompt, je l'ai générée avec le generate du playground d'OpenAI, et derrière, on va lui donner le codename à matcher. Et ensuite, il va nous trouver quelque chose, et s'il le trouve, eh ben, on récupère l'output, et on va récupérer les détails de l'assistant grâce à un call API qui nous permet en fait d'avoir tous les détails, mais nous, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être la system prompt. Donc, une fois qu'on a terminé de boucler à travers tous les codenames, on va pouvoir aller formater notre prompt en récupérant pour chacun des assistants, hop, la system prompt, mais aussi la liste des outils. Et c'est ça qui nous servira. Donc là, voilà, je vais avoir aussi la liste des outils à la fin, avec les paramètres, qui nous servira à nourrir encore une fois notre grosse prompt. Donc voilà, là on a récupéré un petit peu tous ces détails-là, et on va les sauvegarder en base de données sur Supabase, parce qu'encore une fois c'est des gros morceaux de texte. Donc une petite sauvegarde dans Supabase qui nous permet de stocker en document. Et ce qu'on a mis sur Supabase, on le stocke sur Notion, grâce à un call API de Notion. Sur N8N, c'est un peu compliqué d'upload, disons, un nombre dynamique de fichiers. C'est pour ça qu'on passe par l'appel API, qu'on le refait nous-mêmes, pour pouvoir ici, grâce à une petite formule magique, lister directement tous nos fichiers d'un seul coup. Et en fait, on a un peu aussi besoin de le faire parce que on est obligé de prendre les fichiers qui étaient déjà existants pour les ajouter aux fichiers aux nouveaux fichiers, potentiellement, histoire d'éviter d'effacer des choses. Et finalement, le final output, ça c'est, on répond, voilà le résultat, comment ça s'est passé, quels sont c'est un peu, on avait préparé la réponse ici, disons, item par item, en disant, ben voilà, ok, j'ai trouvé, pour ce codename, j'ai trouvé l'assistant, pour ce codename, j'ai pas trouvé l'assistant. Et ici, comme ça, les specs, on les avait pushés en une seule fois, avec le execute once. Et comme ça, on a un seul résultat unique. Et voilà pour ce qui est de récupérer les détails d'assistants. Voilà pour la récupération. L'initiation des différentes étapes du tutoriel, donc c'est l'initiation de la rédaction du tutoriel. Donc là, on aura juste à lui dire quelle étape on est en train de rédiger, et c'est sur quel projet que l'étape se situe. Ensuite, bon là c'est tous les détails, récupérer les détails du dashboard, donc on a juste besoin du dashboard ID à envoyer, et ensuite on envoie toujours le project Notion ID ici parce que ça peut toujours servir pour plein de petites choses. En général, on va l'envoyer, de toute façon le bot, c'est la première chose qu'il a quand on arrive dans cet assistant-là. En réalité, il a été transféré depuis le project manager, et on lui a déjà donné c'est quoi le project Notion ID qu'on est en train de modifier. Ensuite, voilà, c'est pareil un peu, récupérer les détails des workflow JSON. Là, on a la liste des ID, donc la liste type array. Hop, les ID, ce sont des textes. Donc, détaillons aussi cet outil-là qui fetch les N8N Workflow Details. Donc, ça commence par une liste de Workflow ID. Le reste des données sont un petit peu plus... c'est des données de contexte. Et on va commencer par prendre la liste des Workflow ID, et on va faire de chaque ID un item. Et on fait ça pour pouvoir, disons, boucler, faire une loop à travers chacun de ces items pour bien les traiter, hop, séparément. Donc là, c'est pratique. Sur N8N, on peut récupérer toutes les infos à partir de son ID directement. Donc nous, on lui fournit. On récupère ce qui nous intéresse et disons ce qui n'est pas sensible aussi, parce que dans les données qui sont qui sont les pin data, ça va être les données là, comme celle-ci par exemple, qui sont enregistrées. Normalement, on ne le fait pas et on fait attention, mais il pourrait potentiellement avoir des données sensibles. Donc là, on s'assure juste de pas les fournir, histoire que le tutoriel n'aille pas récupérer et exposer des données qui ne devraient pas l'être. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir juste faire une petite opération pour convertir notre texte, parce que ce que le nœud N8N nous donne, c'est un texte. On va le convertir dans un format vraiment, un fichier JSON, et on va pouvoir, disons, upload, enregistrer sur notre base de données Supabase directement ce fichier-là, ce fichier JSON, en fait, c'est vraiment notre serveur qui stocke les données. C'est un peu comme un Google Drive, mais c'est plus pratique parce que sur Google Drive, les liens de stockage, ils sont pas forcément lisibles par Notion, alors que sur Supabase, c'est top, Notion il peut les lire, et donc il n'y aura aucun problème. On rajoute juste le nom du workflow, histoire qu'à la fin on sache, voilà, j'ai bien enregistré, c'est ce workflow-là qui correspond à tel JSON.
Et en dessous, ça c'est dans les cas d'erreur, on traite un peu les cas d'erreur. S'il y a un échec dans l'upload, on le notifie. Et nous, à la fin, on va pouvoir récupérer, hop, sur Notion, les fichiers qui existent déjà. Donc les workflows qui ont déjà été enregistrés. On a besoin de récupérer tout cet existant-là pour pas les supprimer lors de notre mise à jour. Maintenant qu'on les a récupérés, on va pouvoir juste derrière y ajouter, hop. Donc là, il y a ceux que j'ai récupérés, les workflows. Et je vais faire un union pour les rajouter aux workflows qui ont été traités dans ma boucle. Donc dans ma boucle, je récupère tous les workflows où il n'y a pas eu d'erreur. Donc il n'y a pas eu d'erreur qui est survenue. Donc on a bien un URL. Et cette URL, je vais le formater. Donc ça c'est un peu l'API Notion qui nous demande, voilà, quand tu veux uploader un fichier de type externe, sur l'API on peut uploader que des fichiers de type externe, on donne son nom, type external, et dans external, on donne son URL. Et une fois qu'on a tout fait, là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit filtre. Il s'avère que des fois, quand il y a des erreurs dans l'API Notion, il garde des objets invisibles. Il les affiche pas dans la base, mais on a un peu du déchet. Donc là, j'en profite pour nettoyer un petit peu. Donc une fois que ça s'est sauvegardé, je vais pouvoir, hop, ajouter une petite étape qui va être, encore une fois, une petite étape de confort. C'est qu'il s'avère que dans les workflows que j'utilise, souvent j'ai des modules à l'intérieur qui sont d'autres workflows. Et donc pour avoir les détails sur cela, j'ai besoin d'aller récupérer ces nœuds qui sont inclus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans l'ensemble des JSON que j'ai trouvés, je vais récupérer et grouper en un seul fichier tous les nœuds. Et pour chacun des nœuds, donc là je vais ensuite convertir chacun de ces nœuds en un item, et je vais pouvoir filtrer, est-ce que ce nœud est de type execute workflow? Et s'il est de type execute workflow, ça veut dire qu'il y a un sous-workflow qui existe dedans. Et donc je vais prendre ça en compte pour, dans mon résultat, ajouter, en plus des résultats, tel workflow a été téléchargé, tel workflow a eu une erreur, de rajouter, eh ben en fait, il s'avère que il y a tel sous-workflow. Je donne cette réponse au bot, et c'est l'assistant qui me demandera en chat, est-ce que ces sous-workflows, tu veux aller les chercher ou pas? Et on va pouvoir répéter l'opération, enfin, il peut aller en profondeur, à chaque fois qu'il va chercher un nouveau workflow, s'il y en a un autre en dessous, il va pouvoir récupérer ces données-là, et libre à moi de confirmer ou d'infirmer l'utilité. Voilà, format string. Alors la recherche, celle-là est un peu plus intéressante, c'est la recherche des workflows NUTN pertinents qui sont pas dans la liste des tools, donc qui demandent un peu une recherche. Donc là, hop, on s'assure de trouver une liste de workflows potentiels utilisés par le projet. Le projet, on demande le project Notion ID, on en a besoin pour savoir c'est de quel workflow, enfin les workflows de quel projet qu'on essaie de trouver. Et derrière, on envoie la liste de ceux qu'on a déjà en fait, de tous les tools, parce que on sait que ces tools on les a déjà, donc on va les exclure de la recherche pour éviter les doublons. Ensuite, une fois qu'on a fait notre recherche de workflow en plus, ça c'était retrouver les détails du projet. Bon bah là tous les détails du projet qui sont dans la base de données Notion, donc on a juste besoin du project Notion ID. La recherche du dashboard Notion, alors ça c'est pareil, en fait c'est quand initialement on cherche, ça c'est une info, on l'a vu, la colonne elle est dans la base de données Notion, donc soit on va rechercher, on va trouver, on l'aura, et si on l'a pas, eh ben, on demandera directement à Boss de donner l'URL pour l'extraire. Et enfin, le système de end-off, qui est un peu la nouvelle mise en place par rapport aux précédentes vidéos, c'est-à-dire plutôt qu'avoir un assistant routeur qui va décider à chaque fois quel est le bon assistant à prendre en main, on va juste prendre l'assistant actuel et lui donner la possibilité, si besoin, de transférer ici au Aero Project Manager. On va lui donner la possibilité de transférer si il se rend compte qu'en fait, ça y est, on a fini de documenter, ou que la demande, en fait, elle est plus du tout sur la documentation du projet qui était en cours. Donc à chaque fois qu'on fait un end-off, j'ai standardisé un peu la manière de passer la main à un autre assistant. Donc c'est ça, end-off, passer la main. C'est, on donne toujours quel est le but du nouvel assistant et quel est le contexte que l'ancien assistant fournit au nouveau pour qu'il soit en mesure d'effectuer la tâche, le but, le goal qu'il lui a confié. Donc voilà, tout ça, c'est une description du goal et une description et le contexte tout simplement. Donc là, voilà, je donne quelques exemples. En général, le contexte, c'est c'est de quel projet on parle. Et avec ça, on a fait un peu le tour de nos définitions de workflow. Et maintenant, il va s'agir d'aller voir un peu tous ces workflows, comment on les a paramétrés sur NUTN. Alors, la transcription déclenchée depuis un bout de Notion, qui est en fait juste un lien vers le webhook qui est défini, hop, ici. Dans ce webhook qui, en fait, on va juste récupérer le lien de production et ça va nous permettre de déclencher, de récupérer les variables d'URL qu'on aura mis. Donc la variable d'URL qui on va mettre dans la formule. Alors si je viens ici, ça va tout simplement être l'ID du projet. Donc moi ce que je vais avoir dans ma query, c'est l'ID du projet, que je l'ai mis en Notion Project ID. Et je vais répondre directement ici
un petit message qui sera affiché quand je vais cliquer, ça va m'ouvrir une fenêtre où je vais afficher ce petit message pour notifier que la procédure a bien été démarrée. Comme elle est un peu longue, de toute façon on va faire ça en asynchrone. La première chose qu'on va faire, c'est que on va récupérer donc les détails du projet et ça va nous permettre d'avoir l'ID de la vidéo YouTube. Donc c'est grâce à l'ID de cette vidéo YouTube qu'on va pouvoir télécharger le MP3. Donc ça, c'est une petite API personnalisée que je me suis fait pour scraper un site qui s'appelle Notube. Et grâce à la vidéo ID, on va notifier quel format on veut. On va pouvoir récupérer derrière directement un fichier qui est le fichier MP3 qu'on va tout de suite sauvegarder dans notre base Supabase, dans notre storage Supabase. Tac. Et on va le sauvegarder parce que en fait la transcription on va la faire par une API de Replicate qui a besoin que le MP3 il soit stocké. Donc une fois que j'ai sauvegardé mon fichier, j'ai plus qu'à démarrer la transcription et là ça va se faire par Replicate. Donc Replicate, eux, on va dire qu'ils fournissent plein de services, mais ce qui m'intéresse le plus moi c'est qu'ils mettent des modèles LLM, des modèles IA dans des API. Et celui-là, ils ont mis Whisper Large V3. Et donc moi, j'ai juste à faire un petit appel API. Et en plus, j'ai tous les détails ici. Donc simplement un appel API en mode requête HTTP. Je vais donner le lien où est hébergé l'audio. Et il va lancer de manière asynchrone la transcription. Donc je lance, comme indiqué, je copie le curl, je l'indique, je rentre ma clé API. Et ici, je vais avoir le statut qui va être démarré. Donc ça veut dire que c'est asynchrone, donc il me notifie juste du fait que il a bien démarré, et maintenant c'est à moi de récupérer le résultat régulièrement. Par un système donc de polling. Donc Whisper V3 large, ça prend pas mal de temps. Moi mes vidéos elles sont entre 1h et 1h30, donc en général ça peut prendre 15, 20, 25 minutes. Donc ça, c'est un problème, disons ça prend du temps, moi ça me dérange pas, mais c'est quelque chose qui a été résolu avec Whisper 3 Turbo qui va 8 fois plus vite, donc c'est intéressant, mais j'attends qu'il y ait une API aussi robuste et aussi facile d'accès que celle de Replicate qui soit mis à jour pour utiliser ce modèle-là Turbo. D'ici là, je vais me contenter de toutes les 5 minutes aller vérifier, toquer à la porte avec un petit poll, avec la requête qu'il m'a donnée tout à l'heure, pour savoir quel est le statut. Donc la requête qu'il m'a donnée tout à l'heure, c'était hop/prediction/l'ID de tout à l'heure, et grâce à ça, je sais où est-ce que ça en est, ma transcription. Si il y a eu une erreur, ce qui est possible, je renvoie vers une erreur généralisée sur mon bot qui va me notifier sur Telegram qu'il y a un problème, que ce soit un problème du scrapping de YouTube, un problème de l'upload sur Supabase. Et sinon, si c'est pas encore le cas, j'ai juste à revenir et à réattendre 5 minutes. Dès que c'est bon, j'ai un succès, il me renvoie beaucoup de données. Donc moi, je sélectionne juste celle qui m'intéresse, c'est l'output, et j'en profite pour récupérer quand est-ce que la tâche a été créée, quand est-ce que la tâche a été complétée. C'est des données qui pourront peut-être m'être utiles. Ensuite, maintenant ce qui va être intéressant, c'est que moi mes vidéos elles sont structurées toujours de la même façon. J'ai des chapitres, c'est un peu les chapitres YouTube. On les rentre dans la description et après on voit les petits slots sur la barre de la vidéo pour savoir là je suis dans l'intro, à la fin c'est la conclusion, entre temps j'ai la step 1. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est que je vais récupérer la description YouTube. Voilà, la description YouTube, et je vais en fait transformer cette description YouTube, je vais extraire les temps des chapitres. Donc là je le fais par un modèle GPT-4, parce que potentiellement je vais peut-être itérer sur la manière dont j'affiche ces chapitres, donc je veux pas le faire par un parsing trop restrictif, et pour GPT-4 ça devrait quand même pas être trop dur, donc je devrais ne pas avoir d'erreur. Donc avec ça je récupère la liste de tous mes chapitres, mais surtout le temps de départ et le temps de fin, et ce qui me permet ensuite de venir matcher sur chacun des chapitres quel morceau de texte est dedans. Parce que faut savoir qu'en fait sur comment Replicate me répond, il va me répondre par des bouts de texte qui sont de la seconde 0 à la seconde 2 par exemple. Et c'est des petits morceaux, toutes les 2-3 secondes, des petits morceaux comme ça. Il y a plein de petits bouts de texte, et donc moi je vais récupérer sur chacun des petits bouts de texte, je vais voir, alors t'es dans quel chapitre? Ah t'es dans le chapitre, t'es dans l'intro, t'es au début, et ben je le mets dans l'intro, je les colle, et je les ajoute. Ok, ça c'est dans l'intro, chapitre 0, etc., jusqu'à que j'ai toute ma liste des chapitres, avec quand est-ce qui démarre, quand est-ce qui termine, et surtout le transcript de tous les morceaux de texte que j'aurais bien collé. Et une fois que j'ai ces chapitres, bien transcrits, je vais faire une petite étape pour être sûr, une petite vérification, pour être sûr que tout est bien dans l'ordre, parce que dans mes chapitres, j'ai des chapitres d'intro, j'ai des chapitres de détails de use case, j'ai des chapitres de plan, ça correspond pas aux étapes de mon projet technique. Donc ça, j'ai bien besoin de les sortir, de les mettre en ordre 0 pour qu'ils ne comptent pas, et moi j'ai besoin d'aller récupérer seulement celles qui vont correspondre vraiment aux étapes techniques. Donc ici, je vais pouvoir récupérer tous les step orders, toutes les bonnes choses. Maintenant, j'ai le bon ordre.
Et une fois que j'ai le bon ordre des chapitres, je vais pouvoir mettre le bon transcript dans le bon endroit. Et je vais avoir toutes mes données, finalement, tous mes chapitres qui vont être transcrits un à un. Et grâce à ça, j'aurai plus qu'à aller traiter chacun des chapitres, où je vais aller créer, avec un Create Notion Set, créer l'étape dans le bon projet. Donc ce que je fais avant, c'est juste que je fouille dans ma base de connaissances quels sont les outils utilisés et quelles sont les compétences impliquées pour les lier dans Notion. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Là, j'ai un skill qui est directement lié à ma base de connaissances. Et pareil, dans ma base de connaissances, l'outil associé. Et voilà, avec ça, j'ai pas oublié aussi de sauvegarder le texte du transcript, parce qu'encore une fois, il va être trop long pour directement le mettre dans Notion. Donc je sauvegarde le texte, et voilà, il est stocké directement grâce à Supabase dans une URL, et je pourrai le récupérer plus tard dans la suite des opérations. Et voilà, une fois que j'ai fini pour chaque étape de boucler et de créer les étapes Notion, j'ai plus qu'à supprimer, disons, le fichier MP3 que j'ai mis dans Supabase pour économiser de la place. J'en ai plus besoin maintenant, tout est transcrit, tout est sauvegardé. Et à notifier, me notifier sur le bot que tout s'est bien passé, vu que c'était un asynchrone, j'ai quand même besoin de savoir que c'est bien fini. Et de rajouter le fait que les steps ont bien été créés sur Notion pour éviter, rajouter un petit contrôle au début pour éviter de recréer plein de steps alors que le travail a déjà été fait. Et voilà, c'est pas mal déjà pour toute l'étape de transcription. C'est un beau morceau, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le plus gros morceau, c'est le Initiate Tutorial Step. Désolé pour mon accent. Alors, l'exécution, comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir le Step Notion ID pour savoir quel step on va rédiger, et le projet, parce que ça nous permet d'avoir directement l'ID assez rapidement, sans avoir à gérer potentiellement les conflits entre les conflits qu'il pourrait y avoir en base de données, disons, sur une step qui n'aurait pas de projet, même si normalement on l'a dans la step. Ensuite, toutes les autres données, c'est un peu des données de contexte. Donc là, on voit qu'on a ces données là sur le Current Project Notion ID. D'ailleurs, je crois que c'est le Current Project Notion ID qu'on utilise plutôt qu'autre chose. Et aussi, une chose qui est intéressante, c'est le run async, qui permet de dire que ce workflow, quand il est exécuté par notre assistant, il est exécuté de manière asynchrone. En fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre run, on a ajouté, disons, un cas particulier où, tout simplement, ici, quand on appelle un workflow, on vérifie s'il est pas asynchrone, parce que s'il est asynchrone, on ne va pas attendre, en fait, pour que le workflow se termine. Et c'est juste que dans le résultat, on va notifier, au lieu d'attendre les données, donc si le run est asynchrone, on va juste dire que le tool a été appelé et que la réponse arrive. Voilà comment on traite un petit peu disons les outils, les tools asynchrones. C'est juste que notre réponse c'est ça a été démarré, ça arrive. Et donc en fait, pour l'initiation, qu'est-ce qu'il va faire ce workflow? Il va utiliser donc les données pour récupérer déjà, tout. Ça c'est les skills qui vont être utiles. Donc là les skills c'est vraiment la base de connaissances de la NoCode Hero, qui vont permettre de dire quel step est associé à quelle compétence. Et ensuite, ça va être surtout de récupérer le contexte du projet. Parce que c'est dans le contexte, si on se souvient bien, qu'on a tout stocké, toutes nos informations. Ça veut dire le schéma de base de données, on l'a stocké directement dans la propriété DB schema text, il n'y en a qu'un seul, donc on prend le 0. Ça c'est un fichier Supabase, donc il faut un appel URL pour aller le récupérer. Pareil, les agents, il y avait plusieurs fichiers, donc on s'assure de split. Les agents, il y en avait plusieurs, donc c'est un array. Ce qu'on fait, c'est un split pour pouvoir traiter chacun des arrays séparément. Donc séparément, voilà, je récupère ces specs, ça aussi c'est un fichier, je récupère l'URL, je l'appelle, et derrière, je récupère le résultat en texte que je vais pouvoir, grâce à un aggregate, on va l'exécuter une seule fois pour s'assurer de prendre tous les résultats et de les mapper en récupérant les données et en les séparant d'une double nouvelle ligne. Là c'est pareil sur les steps, il y a un peu plus de détails, c'est-à-dire en fait, on va récupérer toutes les étapes qui sont précédentes. Donc on va récupérer toutes les étapes du projet, on va les trier selon leur ordre, on va récupérer le transcript de ces étapes, qui est lui aussi stocké dans un fichier, on va récupérer le tutoriel en Markdown, qui est lui aussi stocké dans un fichier, et on va filtrer les tutoriels qui sont pas vides. Parce que ça veut dire qu'ils ont déjà été rédigés, comme ça va nous permettre, en plus, plus tard, de donner à notre méga prompt, quels sont les tutoriels qui ont été déjà rédigés comme exemple de ce qu'il faut faire, puisque ce sera pas ceux qu'il aura rédigé lui-même, mais ceux qui auront été édités par nous via la collaboration. Et pareil, on va récupérer chacun des fichiers N8N workflow pour récupérer le JSON et ensuite l'agréger dans une seule donnée, donc toujours dans notre set setting execute once, et on récupère le résultat précédent, on récupère tous les résultats, on les map en un seul gros fichier qui va être séparé par des doubles lignes, et on récupère tout simplement le JSON qui est à l'intérieur, on le transforme en chaîne de caractères. Ok, et maintenant, une fois que toutes les données ont été réunies,
On a vraiment un énorme amas de données. Et c'est tout ce que GPT-o1 aime. Donc, par exemple, si je les représente plutôt en table, c'est assez massif. Donc ça prend un peu de temps à charger. On a le détail du schéma de base de données, avec voilà, agence et une propriété de type relation, NBTN Workflow ID, c'est une propriété de type rich text, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que aussi pour les formules, on a aussi récupéré, ok, c'est une formule là, mais c'est quoi la formule? Ben là, voilà, hop, on a récupéré les formules. Comme ça, on va vraiment pouvoir tout détailler. À chaque fois qu'il y a une formule, on pourra dire quelle est la formule et l'expliquer. Donc, notre schéma de base de données complet, nos différentes tables, comment elles sont liées entre elles, etc. Les specs en entière de tous nos prompts, des assistants et de tous les tools. Donc, c'est assez long. Le contexte du projet aussi. Donc, savoir c'est quoi le nom du projet, c'est quoi le use case, c'est quoi le problématique business du client. C'est quoi l'overview des différentes étapes, ici. Hop, le résumé de qu'est-ce qui va être mis en place comme solution. C'est quoi aussi le pitch de la solution, pourquoi on le met en place de telle manière. Hop. Ensuite, on a aussi récupéré le détail de toutes les steps, c'est-à-dire le skill qui vont être utilisés, le transcript surtout, c'est ça qui va nous intéresser. C'est le transcript de la vidéo qui décrivait cette étape. Donc là, ça va pouvoir donner plein de détails. Et en plus de ça, on a tous les tutoriels précédents du même projet qui précèdent la step actuelle. Donc là, c'était une version, c'est la dernière step, c'est la 8e, il y en a 7 avant. On a aussi tous les workflows NBTN, avec tout ça, c'est toutes les données en intégrale qui décrivent en entier comment le workflow est constitué. Donc c'est vraiment cet amas de données qu'on vient et qu'on fournit, hop, à GPT-o1. En plus, il n'y a pas que l'amas de données qu'on va fournir à GPT-o1. Et GPT-o1 dans sa version preview actuelle n'a pas de système prompt. Donc pour l'instant, ce qu'on utilise, c'est des balises de type instruction pour bien délimiter qu'est-ce qui est la système prompt et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ici, en fait, on va juste lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire. Et on va le laisser vivre un petit peu. One, faut pas trop lui donner, de détails. Il faut lui donner des principes premiers. Donc je lui ai dit, tu dois faire un tutoriel sur comment reproduire un cas d'usage. Ça va finir sur un blog. Ça sert comme un canal d'acquisition. Tu vas avoir telles données, les workflows, les spécifications de la base de données, et surtout tu vas suivre un peu un template classique de tutoriel qui est en fait en section sur quel est l'objectif, pourquoi cette étape est importante dans le contexte du projet, qu'est-ce qui est requis, les outils, la documentation, ce genre de choses, et ensuite un détail d'un peu comment les étapes à suivre, le step by step est formaté. Donc ça c'est un peu le plus important. Là le format, c'est nous qui avons choisi de formater comme ça au fur et à mesure. C'est le résultat de l'itération finalement de nos années de formation. Et une fois que tout est dit sur le format, ça c'est des petites, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. On lui donne quelques guidelines sur quelles sont les bonnes pratiques à implémenter, comment les formules de Notion elles devraient être affichées. Donc là on a choisi de les afficher comme du code, comment les expressions NBTN doivent être formulées, tous les détails qui font, enfin la petite secret sauce d'un bon tutoriel finalement, on rentre tout ça ici. Et en plus, on va lui donner, là par exemple, ça va être la liste de toute la base de connaissances. Nous, c'est toutes les compétences d'automation, d'automatisation et toutes les compétences IA telles qu'elles sont décrites dans la No Code Zero Academy. Et enfin, histoire de rajouter un petit peu de wording, un petit peu de métaphore, on va détailler un peu le branding de la No Code Zero pour qu'il puisse venir rajouter un petit peu cette part de personnalité là. Et une fois qu'on a fini avec toutes les instructions, on va pouvoir lui donner tous les détails qu'on a rassemblés dans les étapes d'avant. On lui donne tout. Ensuite, dans un deuxième message, on lui donne également tous les tutoriels précédents. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui a été fait avant. Et là, on le laisse travailler, on lui laisse faire la magie et il va nous rédiger le tutoriel en quasi prêt. À 90% c'est fait. Des fois, il m'est même arrivé des cas où en fait, il a trouvé une solution plus élégante qu'un workflow que j'avais mis en place moi-même. Et ça m'a assez choqué parce qu'au début, je regarde le tutoriel quand j'étais en train de collaborer, je me dis mais non, c'est pas ça, il s'est trompé, il décrit pas le workflow. Mais en fait, ce qu'il avait fait, c'était plus beau. Les deux marchaient, mais vraiment, il y avait une élégance. Et ça, c'est quelque chose d'assez fou parce que c'est quelque chose quand même moi personnellement, quand je développe, que ce soit en no code, en low code ou en code, je recherche à faire des choses les plus simples possibles et c'est ça qui donne l'élégance. Et là pour le coup, il a été plus élégant que moi et il m'a bluffé. Une fois que on a généré ce super tuto, donc là on va pouvoir le sauvegarder, encore une fois c'est massif, on le sauvegarde directement en tant que fichier Markdown dans Supabase. Si vous vous souvenez, on avait deux champs, le tutoriel Markdown qui sera édité à l'issue de notre collaboration, et le tutoriel AI Generated, là on va le garder comme log, comme historique de ce qu'il a généré et de comment ça a été modifié derrière pour plus tard faire du fine-tuning et faire du training.
Et une fois que voilà, ça c'est sauvegardé en Supabase, on récupère ces deux champs. Donc là, faut savoir que dans N8N, quand on fait une branche comme ça, c'est celle du haut qui est positionnée en haut dans le visuel, qui est exécutée en premier. Donc c'est pas la meilleure pratique, disons, de faire comme ça. Et j'ai pas forcément relié, j'ai pas refait un merge pour envoyer là, mais en vrai ça fonctionne parce que je sais que si celle-là a été finie, c'est prêt, je peux sauvegarder les deux fichiers directement dedans. Et finalement, la notification que la step est finie, déjà on notifie et en plus on envoie un lien URL avec, hop, ça c'est le lien URL qui nous permettra nous de détecter grâce à Automa que on a un résultat à coller dans ChatGPT. Et grâce à cette petite variable d'URL là, on donne le step Notion ID, on pourra récupérer toutes les bonnes données directement et automatiquement, comme ça même le copier-coller, je ne pourrais même pas le faire. Une fois le tutoriel généré et le lien envoyé dans Telegram, on va pouvoir, tout simplement, quand on va cliquer sur ce lien, procéder à la suite. Et là, c'est dans ce genre de moment, dans ce genre de situation que j'adore utiliser Automa. C'est la petite cerise sur le gâteau des automatisations pour aller au bout de l'expérience. Ou alors, quand on a vraiment besoin de passer par le navigateur pour scraper des choses comme les réseaux sociaux, par exemple, ou automatiser LinkedIn, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, le trigger de notre workflow, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va détecter déjà quand est-ce que j'arrive sur le site web chatgpt.com. Donc avec ça, je vais être capable de dire, ok, ça va déclencher le workflow dès que sur mon navigateur, j'ai une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet qui va sur ChatGPT. C'est la première chose. Donc ensuite, dans Automa, il faut qu'on lui donne le contexte où il se situe. Donc là, on récupère l'onglet qui est actif. Et ensuite, on récupère l'URL qu'on met tout simplement dans une variable. Là, cette variable, on l'a appelée current step Notion ID parce que on va faire une opération d'extraction sur la variable et on ne gardera que le current step Notion ID. Après, des fois, j'utilise ChatGPT sans cette automatisation. Donc, il faut faire la distinction, là, avec un bloc condition, de est-ce que il y a bien un current step Notion ID ou pas. Donc, pour ça, il faut qu'on vérifie est-ce que l'URL, elle contient cette variable d'URL qui est current step Notion ID. Donc là, il suffit juste de vérifier que le texte de l'URL contient cette information-là. Et à partir du moment où on a vérifié ça, donc on peut avancer et venir extraire grâce à une regex, une expression régulière, qui est un truc un peu ignoble, pour traiter, pour détecter et extraire de la donnée de manière très fine. Donc c'est hyper pratique, c'est juste assez indigeste, mais maintenant on a ChatGPT, Cursor, tout qui écrivent des super regex pour nous. Donc moi j'ai juste demandé à ChatGPT de m'écrire une regex qui pouvait m'extraire le current step Notion ID, et ça marche bien en général. Donc là je suis capable avec un bloc regex variable d'extraire directement ce qui m'intéresse. En fait, le problème de cette regex là, c'est qu'il va me prendre aussi current step Notion ID égal, avec derrière le Notion step ID. Donc moi, j'ai besoin d'enlever les 23 premiers caractères qui correspondent à ce current step Notion ID. Et ensuite, je vais pouvoir sauvegarder cette information-là en cookie. Ça va me permettre de stocker le fait que actuellement, je suis en train d'éditer cette étape-là. Et même si j'ai pas fini pour l'instant, je m'arrête, je vais faire autre chose après, je serai toujours en mesure de savoir, ok, je suis actuellement en train d'éditer cette étape parce que c'est sauvegardé dans mes cookies. Comme quoi, c'est pas utile que pour nous spammer de pubs. Et une fois qu'on a fait ça, le plus intéressant, on va envoyer une requête HTTP directement à N8N, et grâce à cette requête, on va récupérer en fait le tuto qu'on a besoin de copier-coller qui a été généré. Donc cette requête, hop, ça va chercher directement dans N8N avec la step, on récupère le tutoriel Markdown et on le garde dans cette petite variable. Et ensuite, on n'aura plus qu'à cliquer sur la zone où normalement on colle des prompts. Donc là, on l'a identifié par un sélecteur CSS. Ça aussi, pour tout ce qui est trouver les bons sélecteurs CSS, je me casse plus la tête. Je copie le code HTML et je pose des questions à ChatGPT pour qu'il m'identifie les meilleurs sélecteurs. En général, des sélecteurs assez robustes qui n'ont pas d'identifiant variable, on va dire. Et ensuite, pareil, je vais demander un petit code JavaScript qui va nous permettre, de coller le texte dans la zone de saisie qu'on a sélectionnée auparavant. Donc là, normalement, on peut le faire de plusieurs manières différentes et Automa a certaines formes, notamment une action forme qui permet des fois de coller du texte dans un formulaire. Mais pour le cas précis de ChatGPT, il s'est avéré que c'était un peu particulier. C'était une zone de texte qui était en mode éditable et donc le form ne marchait pas. Encore une fois, tout ça, ChatGPT m'a guidé pour rédiger le code parce que je suis devenu très feignant et ça s'est bien passé. On est arrivé au bout. On a collé le texte directement. D'ailleurs, on remarque que dans le texte, j'ai ajouté une petite info. C'est juste derrière le tuto qui avait été collé. Je vais demander, s'il te plaît, ouvre le Markdown dans un canvas, comme ça on peut l'éditer ensemble. Ça, c'est pour être sûr. Si on ne demande pas explicitement, des fois, il va pas forcément ouvrir le canvas. Donc là, je m'assure qu'il le fasse. J'attends un petit peu. Hop, je scroll. Bon, ça, c'est juste histoire de simuler un comportement un peu le plus humain possible, on va dire. Et j'attends encore un peu. Et ensuite,
je presse. Donc en fait, c'est-à-dire que là, j'ai collé un texte qui est hyper long. J'ai scrollé tout en bas du texte que j'ai collé, comme si je le vérifiais, et je presse Entrée, et ça va charger comme ça va envoyer la réponse à ChatGPT. Et lui, il va pouvoir me mettre tout ça dans un canvas, et on va pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire l'édition. Notre tutoriel a été collé, le canvas s'est chargé, on a super bien édité, tout s'est super bien passé, on est prêt à sauvegarder. Et vraiment, comme je vous disais, Automa, c'est la cerise sur le gâteau. Plutôt qu'aller copier-coller le résultat, en plus le markdown dans le canvas, il se remettrait pas forcément bien où est-ce qu'on collerait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Automa pour automatiser, comme son nom l'indique, toute la procédure. Avec un petit trigger qui est le keyboard shortcut. Donc ça, c'est vraiment pas mal dans le sens où je peux m'installer n'importe quel raccourci clavier que je choisis. Donc là, je peux choisir vraiment la tête du raccourci. Il y a quelques limites comme il n'arrive pas forcément sur Mac à récupérer les touches Option ou autre chose, ce qui fait que ça limite un peu les possibilités. Mais on en a quand même pas mal. Donc moi, avec commande Shift 0, ça va déclencher ce workflow. Encore une fois, on le resitue dans la fenêtre actuelle, dans la fenêtre dans laquelle je me trouve. Et je récupère l'URL parce que la première chose à faire, c'est de vérifier que je lance ce workflow bien depuis ChatGPT. Donc là, la condition pour vérifier, il suffit de vérifier que dans l'URL, on a le texte chatgpt.com. Comme ça, je saurai que je me trouve au bon endroit. Et ensuite, j'ai juste à cliquer dans ChatGPT Canvas. En fait, on a un petit éditeur là. Voilà, on a un petit icône ici qui nous permet de copier tout le résultat. Donc, on va cliquer sur cet élément grâce à un sélecteur qu'on aura choisi. On attend un petit peu, histoire de pas être trop brutal, 800 millisecondes, et on va récupérer le contenu de notre presse-papier, je crois que c'est en français, du clipboard. Et ça, on va le sauvegarder dans une variable tutorial markdown qu'on va s'empresser d'envoyer à la suite du process. Mais juste avant, il faut savoir que là, j'ai récupéré le texte qui est le résultat de la rédaction de tutoriel, mais il faut savoir quel tutoriel je suis en train de rédiger. Et c'est là où notre étape précédente de enregistrer quel est le tutoriel actuellement en cours d'édition dans un cookie est bien utile, parce que là on est dans c'est un deuxième workflow, il n'a pas le contexte des informations précédentes, il a été déclenché de manière indépendante par un trigger, donc on peut pas dire que c'est un webhook et je lui envoie la donnée, ça se fait vraiment de manière asynchrone. Et donc le cookie, c'est l'espace idéal pour stocker nos données dans le navigateur. Grâce à ça, je récupère la donnée, quelle est la current step notion ID qui est en train d'être éditée. Donc là, pour l'instant, je le sauvegarde dans current step cookie, parce qu'il faut savoir que la donnée dans le cookie, il n'y a pas que ce que moi j'ai stocké. Il va falloir que depuis cette current step cookie, j'extrais la value qui correspond bien à ma current step notion ID que je récupère ici. Et maintenant que j'ai récupéré ça, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Ici, c'est juste une petite confirmation que j'installe. Ça permet aussi d'avoir un retour visuel, dans le sens où moi j'ai fait mon raccourci clavier, j'ai vu qu'il y avait un retour que le bouton copie a été cliqué, mais j'ai aussi besoin de confirmer. Donc ce que je fais, c'est que quand j'utilise le paramètre prompt, c'est Automa qui va ouvrir un écran où il va demander confirmation. Et c'est moi qui explique un peu, confirme tout service tutoriel, cancel, au cas où finalement j'ai appuyé par erreur sur le raccourci ou j'ai oublié quelque chose, j'étais pas prêt. Je peux annuler l'opération. Et si je confirme, je vais pouvoir récupérer là en fait en JavaScript, je construis le body de ma requête pour tout simplement envoyer à la fois le tutoriel complet en Markdown et la current step notion, et j'envoie ça à l'étape d'après qui va me permettre d'enregistrer tout ça sur Notion. Et voilà pour ce qui est de Automa, vraiment très pratique à la fois pour des petites subtilités, mais aussi pour contourner les problèmes de scrapping par serveur. Et vraiment tout ce qui est manipulation de réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok et autres, c'est parfait. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre process. Une fois qu'Automa, après notre raccourci clavier, a envoyé le résultat à ce webhook, où on reçoit des données type avec plein de headers de notre navigateur, notamment avec les cookies, où on pourrait retrouver, si on voulait, les infos, mais nous, toutes les données, elles sont bien rangées dans notre body, dans une variable tutorial markdown, et dans une autre, qui est la current step notion ID. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le markdown directement en un JSON de bloc compatible avec l'API Notion. Donc ça, c'est grâce à une librairie JS qu'on trouve en ligne, qu'on a été capable d'importer. Donc ça, par exemple, j'avais déjà montré dans des vidéos précédentes comment importer dans son NUITN depuis une instance Docker des librairies externes. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut l'utiliser ici. Et on va simplement récupérer ce body markdown et on va utiliser la fonction markdown to blocks. Ce qui va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. On a des blocs, par exemple un bloc, voilà, le premier paragraphe, ensuite un titre, objectif, etc., etc., avec toutes les données de notre tutoriel. Donc tout ça, c'est parfait, on a récupéré tous les blocs. Il y a seulement un petit problème, c'est-à-dire que normalement on devrait pouvoir juste donner ce JSON là à l'API Notion et c'est fini. Sauf que, encore une fois, l'API Notion a pas mal de limites. On peut pas, disons, faut savoir que chaque bloc, par exemple, si je fais une to-do list,
les éléments qui sont à l'intérieur de ma première to-do list, ce sont ces enfants. Et ces éléments-là, par exemple, ça peut être voilà un paragraphe, mais ça pourrait être une autre to-do list. Et donc cette to-do list-là, les éléments qui seraient à l'intérieur encore, ce seraient des enfants. Et ainsi de suite, on peut aller à des niveaux de profondeur infinis. Le seul problème, c'est que dans l'API, on ne peut pas donner des enfants de niveau 2. Ça fait complètement bugger l'appel API et rien n'est sauvegardé. Donc ce qu'on va devoir faire, la solution qui a été mise en place ici, c'est d'ajouter les blocs un à un, et ensuite d'aller ajouter leurs enfants, et ensuite d'aller ajouter les enfants de leurs enfants. Mais vraiment, on ajoute un bloc par un bloc. C'est-à-dire que par rapport à ici, toute notre liste de tous les blocs qui est ajouté, on va split les blocs pour transformer chaque bloc en un item, dont on va extraire les différents enfants. Et on va, en même temps qu'on extrait les enfants, faut quand même qu'on se souvienne de qui ils sont, qui est leurs parents. Donc, on va extraire avec un petit code. Là, on récupère, voilà, tous les blocs n'ont pas d'enfants, et on vérifie si le bloc a un enfant, et que cet enfant, il a une taille non vide, donc ça veut dire que c'est pas juste un nombre d'enfants zéro, il y en a plusieurs, donc c'est vraiment valable. On va récupérer en résultat, tac, cet enfant-là, ce qui va nous faire qu'on a derrière la liste des enfants. Et ensuite, on va utiliser un système de queue, de file d'attente, pour traiter les blocs les uns après les autres. Et là, pour gérer cette file d'attente, on va utiliser un petit outil magique de n8n, qui sont les variables globales. Donc les variables globales, en fait, je vais mettre tout simplement dans ma file d'attente, là, l'ensemble des blocs que j'ai déjà extraits, donc les niveaux 1 et leurs enfants. Et pour chacun de ces blocs, je vais aller procéder à l'ajout dans Notion. Donc la première chose que je fais, c'est que ce bloc-là, je l'ajoute à son parent. Parce que ce bloc qui va arriver, ça pourrait être un enfant, et si c'est un des premiers blocs qui n'avait pas de parent, ça veut dire que son parent, ça va être la page initiale. Tac, donc ça, j'ajoute le bloc, et ici, voilà, le parent ID. Juste avant, dans le code, j'ai défini que s'il n'y avait pas de parent, le parent ID, c'était directement notre current step Notion ID. Donc je fais ça, je récupère le bloc que je viens de créer. Ensuite, donc là, c'est la gestion de la queue, de la file d'attente, c'est je m'assure que le premier bloc que je viens de traiter, je le retire de ma file d'attente. Donc là, c'est juste ça, je retire le premier bloc de la file d'attente, c'est celui que je viens de traiter, et je sors la suite. Maintenant, ce bloc que je viens de traiter, il faut que je vérifie, est-ce que lui-même, il avait des enfants? Parce que s'il avait des enfants, les enfants de ce bloc-là, il va falloir que je les rajoute et que je les traite. Donc là, on vérifie, voilà, est-ce qu'il a des enfants? C'est tout simplement si la taille des children blocks est supérieure à 0. S'il en a, eh ben, je vais devoir me souvenir quel est leur parent. Donc c'est le bloc qui est traité actuellement dans cette boucle. Donc ça, je le mets en mémoire. Donc ce bloc-là, donc il avait des enfants. Et maintenant, on va pour chacun de ces enfants, on va traiter les étapes suivantes. C'est-à-dire qu'on doit encore recommencer. On doit recommencer à prendre chacun de ces blocs-là. Est-ce que eux-mêmes, ils ont des enfants? Si oui, eh ben, on les extrait et on les envoie directement dans la file d'attente qui est la file d'attente globale. Comme ça, on a rajouté finalement si on regarde ici, on a rajouté toute la file d'attente actuelle, plus, en plus, les enfants qu'on vient de trouver. Ce qui fait qu'on a agrandi notre file d'attente. Et ensuite, on va être sûr de récupérer ici la file d'attente qui a été mise à jour, puisqu'on a deux branches, le cas où il y a des enfants, le cas où il n'y a pas d'enfants. On s'assure de bien récupérer, après toute mise à jour, la file d'attente. Et derrière, hop, on va continuer la branche, on va vérifier est-ce qu'il reste, est-ce que la file d'attente n'est pas vide? Ça veut dire qu'il y a au moins un item dedans qui a un parent ID. Si la file d'attente n'est pas vide, on va retourner au début de notre boucle. Alors là, il faut savoir que ce système de file d'attente, il marche que parce que on a paramétré la boucle d'une manière spéciale, qui est le reset. Ça veut dire que au début de son exécution, elle va prendre en compte les items à traiter, mais ensuite elle va oublier toute la mémoire. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus la mémoire habituelle de la boucle, c'est nous en fait qui redéfinissons quelle est la nouvelle mémoire de la boucle à chaque fin de la boucle. Donc c'est un peu, effectivement ça commence à faire des nœuds, mais par exemple, j'ai deux blocs en entrée, je vais traiter le premier, tac tac tac, je fais toutes mes petites opérations, il m'en reste qu'un seul, parce que j'ai retiré le premier, il n'y a pas d'enfant, c'est parfait. Ici, je récupère la nouvelle queue, donc il m'en reste un dedans, et je vais aller exécuter la queue sur celui-là. Et pas sur peu importe ce qui avait été dit avant. Donc voilà, c'est peut-être un peu technique, mais je vous laisse cogiter sur ça. Parce qu'une fois que donc la queue est terminée, la queue est vide, eh bien on sait qu'on a traité tous les blocs, on les a tous rentrés dans Notion, et on va pouvoir se préparer à initialiser la prochaine étape. Et pour ça, il y a que quelques petites choses à faire, c'est-à-dire déjà de savoir l'étape
qu'on était en train d'évaluer, c'était laquelle. Donc on vérifie, ok, quelle étape on est en train d'évaluer, quel est l'ordre qu'on est en train de faire, et on va mettre à jour le tutoriel, le markdown du tutoriel, parce que pour l'instant, il faut savoir qu'on l'a juste récupéré par Automa, mais on l'a pas remis à jour dans Notion. Donc là, pour le remettre à jour dans Notion, encore une fois, il va falloir qu'on le sauvegarde sur Supabase, et ensuite qu'on aille le mettre à jour dans Notion. Et juste avant ça, on a on va chercher en fait toutes les étapes, les steps du même projet pour savoir laquelle est la suivante. Parce qu'on va devoir filtrer laquelle est l'ordre actuel plus 1. Donc soit il y a une prochaine étape, et dans ce cas-là, on commence à la rédiger et on lance le workflow qu'on a vu tout à l'heure de rédaction d'une étape, soit il n'y en a pas, et dans ces cas-là, on va notifier le bot qu'en fait c'est terminé. On va notifier OneSheetTong que ça y est, on est arrivé au bout de la rédaction du tutoriel, et qu'on peut être fier de nous parce que c'était quand même beaucoup de taf. Pour conclure, on a une expérience à l'interface entre le chatbot et entre l'éditeur augmenté par IA. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'explorer, disons cette possibilité de travailler en collaboration sur de l'édition de documents, notamment de textes. Cette mise en place m'a permis, en plus de vraiment améliorer mon workflow de rédaction de tutoriel, de creuser un peu le sujet. Et c'est là où je suis tombé finalement sur les limites de l'éditeur ChatGPT Canvas, parce que le principe est vraiment bon. Éditer avec l'IA comme collaborateur, c'est top, mais pour l'instant la version de ChatGPT elle est encore en version bêta, et il y a pas mal de bugs, surtout sur le format Markdown, qui là pour le coup mon format Markdown il est critique vu que ça doit être converti en bloc Notion après. Et ça bug encore beaucoup trop sur ChatGPT, ça va casser le format Markdown, ou tout simplement quand je lui demande des éditions, quand je vais prompter, il va pas réussir à le faire, et du coup tout ce que j'ai tapé ma prompte, elle tombe à l'eau, et il n'y a pas d'historique de ça en plus, donc c'était vraiment frustrant sur ce point-là. Donc heureusement, ce que j'ai trouvé comme alternative, c'est en fait Cursor, qui est lui un éditeur IA pour le code, un peu comme ChatGPT Canvas, mais en fait je me suis rendu compte qu'il marchait vraiment très très bien pour le format Markdown, et pour même n'importe quel type de texte en général. Et l'avantage, c'est que on peut y rajouter du contexte. Ce qui fait que maintenant, je me crée un petit peu plusieurs espaces de travail sur Cursor, où je vais à chaque fois donner un contexte particulier. Comme ça, chaque document, par exemple sur un projet ou sur ma création de contenu, je vais pouvoir donner les guidelines de ma création de contenu, l'objectif de ma création de contenu, un peu tous les aspects de ma marque. Je vais pouvoir les mettre comme contexte dans cet espace curseur, et à chaque fois que je viendrai faire un nouveau travail de création de contenu, je repartirai pas de zéro, parce que tout ce contexte et mes précédents résultats, ils vont nourrir les nouvelles générations. Donc pour le coup, ChatGPT est pas encore là, mais je pense que avec Cursor, on a vraiment quelque chose de game changer sur cette histoire de collaboration IA, et sur une interface de type éditeur.